Voilà, je vous remercie pour votre question. Euh, Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Est-ce qu'il faut une dictature pour imposer tout ça? Bon, on a vu je reprends l'exemple du Covid, hein, comment on a lutté contre le Covid. En France, on a essayé la façon plus démocratique et puis ben, finalement, est-ce que ça l'était vraiment? On nous a quand même imposé des règles. Euh, il faut des règles, c'est clair. Il faut des règles, il faut qu'on arrive à mettre en place un système de réglementation à suivre pour les grandes lignes. Et puis, ben, que chacun s'adapte. Pour l'instant, par exemple, il n'y a pas des règles aussi coercitives. Mais voilà, vous avez parlé de compost, vous avez parlé de petites choses qu'on peut faire. C'est pas parce qu'on fait un voyage pour aller à New York et visiter pour des raisons culturelles aussi, c'est important, qu'il faut arrêter le reste. On peut faire de la sobriété énergétique et ne pas prendre sa voiture tous les jours et après faire un voyage. Bon, je prends mon cas, je voyage pour mon travail, je vais à des conférences aussi hein, qui sont à l'étranger. J'essaye de diminuer, je vais faire plus de Zoom. Maintenant, on peut faire des choses à distance, mais on ne peut pas toujours tout faire à distance. Et ce qu'on ne peut pas faire à distance, c'est aller vers d'autres cultures et découvrir voilà, ce qu'on aime bien faire aussi. Mais par contre, d'un autre côté, bon, aujourd'hui, je suis venue en voiture, mais d'habitude, je prends le train pour aller travailler et je marche. Donc voilà, j'essaye de faire mes 10 000 pas. Je l'ai fait en fait en route, en allant à mon travail et en revenant du travail. Donc c'est même pas un effort. Donc on essaye chacun de vraiment à notre niveau. C'est pas Et puis après, bah oui, d'accord, on a flingué nos émissions de CO2 en faisant un voyage, mais on peut essayer aussi de les compenser. Il y a des systèmes de compensation qui sont mis en place. Alors, je suis d'accord, certaines sont un peu greenwashing aussi. C'est pas forcément parfait, c'est pour ça qu'il faut des règles. C'est pour ça qu'il faut que l'État mette en place un système où on a confiance et on se dit bon ben j'ai fait quelque chose de mal, mais je compense différemment pour qu'à la fin, c'est ce qu'on appelle hein, le net zéro en fait. Et les entreprises, c'est pareil, elles ne vont pas arriver du jour au lendemain à diminuer toutes les émissions de CO2. Il ne faut pas se leurrer. Je suis économiste aussi, hein, ça ne peut pas se faire. Mais par contre, si elles arrivent à compenser d'une façon ou d'une autre, peut-être en essayant de restaurer une forêt là où elle a été détruite par un feu de forêt, par exemple, ça peut être une bonne action pour la planète. En protégeant l'océan, en aidant à la mise en place de ces fameuses aires marines protégées. N'est-ce pas? Voilà. Oui, bah en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand j'explique à un décideur politique que l'action va coûter de l'argent et que l'inaction va coûter encore beaucoup plus cher. C'est-à-dire que s'ils ne font pas les choses maintenant, ça sera beaucoup plus cher dans le futur. Alors, le nucléaire, oui, je voulais en parler de toute façon bon, en parlant de la COP. On parle du nucléaire comme une solution alternative. Il y a d'autres effets secondaires peut-être pour le nucléaire, mais c'est une énergie qui est décarbonée. Donc si on parle des émissions de CO2, effectivement, les placer comme une des solutions, qui est surprenante, mais c'est une des énergies en fait alternatives, on va dire. C'est pas une énergie renouvelable, c'est alternative, comme le gaz. Le gaz, ça continue à être fossile, mais il est moins porteur d'émissions de CO2 que le pétrole. Voilà. Donc, on n'a pas forcément tout de suite les bonnes solutions. Et c'est pour ça qu'on parle, d'ailleurs, justement, de faire une transition énergétique. Ça va prendre du temps. Et les décisions qui vont être prises au niveau national, régional, local, ont toute leur importance, hein, évidemment. Alors, je ne suis pas là pour distribuer des points en disant lui, il a bien fait ou lui a mal fait. Je suis plus là pour expliquer à tout le monde qu'il faut faire quelque chose. Et puis, ben, peut-être aussi ne pas attendre uniquement les actions des politiques et agir à notre niveau aussi. Nathalie, on a déjà discuté ensemble et vous me disiez aussi qu'au niveau du politique, ça bouge. Vous Ouais. sentez quand même qu'il y a une prise de conscience, peut-être pas assez rapide, mais c'est ce que l'impression que vous nous donnez, non? Oui, oui, c'est en tout cas, enfin, moi je vois les politiques qui s'intéressent beaucoup à ces questions de changement climatique, qui essayent de mettre en place des choses.
Oui, en fait, ça, c'est justement un point sur lequel on est très déçu, c'est qu'on n'a pas réussi au niveau de l'Europe, qui s'était engagée d'arrêter la surpêche en 2020. On n'a pas réussi à le faire. Donc, même, c'est ce que, oui, mais oui, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, ça a été un engagement qui n'a pas été tenu. On dénature les actions prises Ouais. dans le golfe de Gascogne en ce moment. Oui, enfin, ça, c'est vraiment, c'est le grand problème. Et ça, c'est aussi le cas de la COP, hein. C'est qu'en fait, on met en place des actions, on a l'impression que ça va, ils ont compris, des engagements, et puis derrière, ben, il n'y a rien qui se passe. Donc, on est un petit peu déçus. Alors après, ce qui peut se passer, ça peut aussi répondre un petit peu à votre question, c'est la coopération. Il faudrait vraiment une coopération de tout le monde ensemble et voilà, ne pas rejeter toujours la faute, hein, aux uns aux autres, mais essayer de les emmener avec nous tout doucement. Et c'est en martelant, en fait, en martelant les messages qu'on peut arriver à quelque chose. Mais on n'a pas tout résolu. Non, mais c'est aussi cesser d'acheter certains poissons à l'étal au coin. C'est pour ça que notre rôle est très impactant aussi. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que le jour où on arrêtera aussi de consommer des produits qui viennent de l'autre bout de la planète parce qu'on trouve que ce n'est pas durable, eh ben on ne les emmènera plus. C'est quand même l'offre et la demande, hein. Voilà. Personne ne va chercher des produits s'il n'y a pas le consommateur qui va les consommer. Donc il faut une transformation des mentalités aussi pour que nous-mêmes, on refuse certains produits ou certains comportements. Ben, en fait, c'est vraiment ça notre rôle en tant qu'auteur du GIEC, c'est notre jugement d'expert. Et comment on le fait? Ben, par exemple, quand on met, en anglais c'est un statement, c'est-à-dire on affirme quelque chose, ben, on met la probabilité avec. Et on a vraiment des tableaux de calcul quantitatifs et qualitatifs pour évaluer cette littérature. Je peux vous l'envoyer, je ne l'ai pas là, c'est dommage, mais on a vraiment en fait une métrique qui permet d'évaluer. Alors quand il y a une polémique, c'est de grandes discussions entre nous aussi. C'est pour ça qu'on se réunit vraiment 4 fois par an. On n'a pas réussi avec le Covid, mais on a fait nos réunions en ligne parce que justement on a besoin de toutes les disciplines. Bon, en tant qu'économiste, il y a certains articles que je vais lire et qui sont plus scientifiques que je ne vais pas forcément comprendre. Donc je ne peux pas évaluer la conséquence économique sans avoir compris la partie scientifique. Donc c'est très important d'avoir aussi ces interactions entre nous pour demander aux scientifiques qui est de cette discipline qui me pose problème de m'expliquer ce qui s'est passé. Et c'est des grandes discussions. Il ne faut pas croire qu'on est tous d'accord, hein. Quand on est dans les réunions du GIEC, on est nous-mêmes pas forcément d'accord, on arrive à des consensus, on se contredit nous-mêmes jusqu'à arriver à se prouver, parce qu'on peut se le prouver, pourquoi on affirme telle chose. Et comment les résumés pour les décideurs politiques passent, en fait, il faut que tous les pays des Nations Unies, c'est je crois 196 délégations, enfin voilà, presque 200 délégations qui sont là dans la salle. Et c'est phrase par phrase, on les met au tableau, ils sont allumés, et on demande si tout le monde est d'accord, donc les pays. Et s'il y a une main qui se lève, eh ben, on change les termes, ou alors on demande aux scientifiques de justifier. Donc on monte sur l'estrade, on justifie le pourquoi, on a voulu l'exprimer de cette façon, sur quelle littérature on s'est appuyé, parce que nous on a tout derrière. Et si on n'arrive toujours pas à convaincre, on part par petits groupes pour expliquer, pour ne pas mettre trop de retard. Et c'est vraiment un processus qui est très long. Par exemple, pour le rapport spécial sur l'océan et la cryosphère, ça s'est passé à Monaco en septembre 2019. Et on a commencé le matin, on a fait toute la journée, on a continué toute la nuit jusqu'au lendemain en début d'après-midi pour que le rapport soit accepté dans les termes. Et je vous dis, ce n'était pas évident. Donc entre nous, ça discute, avec les gouvernements, ça discute. Et puis quand on écrit les rapports du GIEC, ça part plusieurs fois aussi aux autres experts,
dans le monde, on demande des expertises, donc on nous envoie des commentaires. On est tenu à répondre à chacun des commentaires. Donc même s'il n'est pas recevable, il faut expliquer pourquoi. Donc ça prend, là aussi, on a des milliers de commentaires, donc un temps énorme. Et vraiment, il faut tous les considérer et répondre. Ensuite, ça repart aux experts et au gouvernement. Donc, en fait, les gouvernements, ils regardent le côté politique, mais ils ont aussi leurs propres experts. Donc vraiment, c'est revu et révisité. Donc, quand ça sort, en général, c'est pour ça que c'est considéré vraiment la base des négociations et de la science au changement climatique. Alors ça s'est pas vu sur le graphe, mais c'est quelque chose qu'on prend en compte dans nos scénarios. Quand on fait nos modélisations et nos fameux scénarios avec les chutes, on tient compte de la population mondiale actuelle et quand on fait des projections, on tient compte de l'augmentation de la population. C'est pour ça que on dit qu'il y a des efforts supplémentaires doivent être faits à chaque fois parce que cette population va continuer à augmenter. Est-ce qu'on peut la diminuer drastiquement comme ça ? Oui, il y a des politiques natalistes qui réduisent les populations dans certains pays, notamment les pays en voie de développement, mais on ne peut pas l'imposer partout. Comme on disait, ce n'est pas la Chine non plus. Et voilà, la Chine a pu plus facilement l'imposer vu son régime politique que pour certains pays, c'est moins évident. Il n'y a pas de controverse. Alors oui, non. Pour nous, c'est clair. C'est clair que d'abord que les émissions de CO2 sont d'origine anthropique. Et la deuxième chose, c'est que les émissions de CO2 font augmenter les températures. Donc, oui. Alors oui, on tient compte évidemment de ces courants qui sont en train d'être modifiés, notamment la MOC. Alors, les rapports du GIEC, même quand ils sont terminés, on continue à discuter. Je peux vous montrer sur mon téléphone, j'ai une application qui s'appelle Slack. Et justement, il y a une question qui a été posée dessus en disant quelqu'un, c'est les auteurs en fait du GIEC. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que vous avez des articles nouveaux là-dessus et donc on a eu plein de réponses et on se met à jour de cette façon-là. Donc, et on en tient compte, évidemment. Si vous regardez surtout alors, il y a le rapport spécial sur les océans et la cryosphère. Vous avez le chapitre 5. Toute la première partie est plutôt l'océanographie et les bases physiques. Et là-dedans, c'est très clairement exprimé. Si vous regardez les rapports principaux, c'est dans le groupe de travail numéro 1 sur les bases physiques, où vous avez cet aspect-là qui est très très bien expliqué également. Donc voilà. Le deuxième point, c'était l'impact du numérique, la digitalisation. Alors, elle est prise en compte, c'est surtout dans le groupe de travail 3, dans le rapport du groupe de travail 3, donc que c'est pris en compte et on appelle ça la digitalisation, son impact. Alors, il y a des avantages à la digitalisation, comme je disais, ça peut éviter certains voyages parce que on fait des zooms, ça peut éviter certains transports. Ça a certains avantages, ça c'est clair. Grâce à la digitalisation, l'intelligence artificielle, etc., on fait aussi de grands progrès technologiques. Donc, il ne faut pas qu'on se bloque là-dessus. Mais ça a aussi un impact. Notamment, moi, ce qui m'avait choqué, c'était les serveurs, par exemple, de Google qui sont dans la mer et qui ont un impact sur les écosystèmes marins, du coup, parce que ça réchauffe énormément. Donc, tout ça, oui, c'est étudié, c'est pris en compte. Oui. Il y a une économiste ici du Club de Rome qui travaille dessus, Gaia Erickton, la théorie de la décroissance ou les limites de la croissance, effectivement. Mais en fait, c'est peut-être pas directement la croissance qu'il faut remettre en cause, mais la façon dont on la calcule. Est-ce qu'il faut continuer à croître sans penser à notre bien-être ? Le Bhoutan l'avait bien compris. Eux, ils ne calculent pas leur PIB, ils calculent un indice de bien-être. Et de plus en plus, on a les grands organismes internationaux avec qui je collabore, le Fonds monétaire international notamment ou la Banque mondiale, qui sont en train d'aller vers ces systèmes
en fait, d'indices alternatifs au PIB. Parce que le PIB, on peut continuer à croire, mais on ne tient pas compte des effets négatifs, notamment des effets environnementaux et des effets sur l'écologie. En fait, on n'en tient pas compte. C'est pareil pour les systèmes de comptabilité internationaux. Maintenant, on a un système de comptabilité, le CEA, SEEA, qui permet d'introduire non seulement les aspects économiques, mais aussi écologiques. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années, mais qui est en train de vraiment prendre de plus en plus le pas, parce qu'on ne veut plus croître forcément d'un point de vue chiffre économique. Et le PIB, oui, c'est une formule en fait, mathématique, ça se calcule, sans regarder les externalités négatives et sans les prendre en compte, justement. Et notre bien-être, c'est ça qui est le plus important. Et si on détruit notre planète, ça ne sert à rien de croître, en fait. On aura détruit notre planète. Donc, sans être forcément dans le côté, il faut aller vers la décroissance, mais il faut une croissance plus réfléchie et plus durable, un développement plus durable, en fait. C'est plus qu'une croissance. Oui, que ce soit formalisé comme un nouveau système économique. C'est ça. Il y a déjà pas mal d'universités comme Yale ou Harvard qui ont des indices alternatifs au PIB. Pour l'instant, ce n'est pas mondialement reconnu. Ça peut être calculé pour les pays. Je m'étais amusée un moment à le faire aussi. Mais c'est vrai qu'il faut sortir de ce système économique. C'est pour ça que ce n'est pas le terme uniquement transition, parce que transition, ça prend du temps. Et il faut vraiment une transformation, une réelle transformation. Oui, pour moi, ça a beaucoup changé parce qu'au départ, ma spécialité, c'est la macroéconomie et la finance internationale. C'est pour ça que j'arrive à bien comprendre les problèmes globaux, en fait, parce que ma vision, c'est vraiment regarder au niveau des pays et voir ce qui va pas. Et les pays en développement, j'ai beaucoup travaillé sur l'économie du développement. Mais au départ, quand j'ai commencé à travailler, c'était plus avec des économistes. Et puis, depuis 2010, où j'ai commencé à travailler sur l'environnement, je me suis retrouvée la seule économiste dans un centre de recherche qui comporte 70 personnes, et les autres sont des biologistes ou des médecins. Donc, déjà, j'étais sortie de ma zone de confort. Et il fallait dialoguer. Je ne vous cache pas qu'au début, ça a été compliqué. Quand il a fallu trouver les termes, même le mot, par exemple, productivité, pour nous, en tant qu'économistes, ça veut dire quelque chose. Pour un biologiste, c'est encore tout à fait autre chose. Donc, on a fini par se comprendre au bout d'un moment. Et ce qui a été pour moi très formateur, c'est les workshops que j'organise avec l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, où je mets ensemble des sciences naturelles et des sciences sociales, et on mixe tout ça. Et le premier workshop, ça a été en 2010, et ça a été définir les termes. C'était vraiment essayer de se comprendre justement sur cette acidification des océans au départ. Maintenant, on a élargi le sujet, et ça a été très formateur, je pense, pour nous tous. Et du coup, on a les économistes qui disaient vous avez besoin de nous, mais on a besoin de vous aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas émettre des politiques environnementales d'un point de vue économique, où on calcule les résultats, les bénéfices, les coûts et les bénéfices économiques, sans avoir compris la science derrière. Par exemple, pour nous, en tant qu'économistes, sinon on pourrait dire on va planter des forêts, ça va capturer le CO2, et on calcule combien de CO2 est capturé, on nous le dit, et puis on calcule le prix du CO2 par rapport au marché financier, et on peut savoir combien de crédits carbone on peut vendre, etc. Mais ça ne marche pas comme ça, parce que ça va dépendre des espèces d'arbres qu'on va mettre. Et ça, on a besoin des scientifiques pour nous l'expliquer. Et le CO2, quand on replante des arbres, par exemple, quand ça a été brûlé, parce qu'il ne s'agit pas de planter des arbres n'importe où non plus. Il ne faut pas prendre une terre agricole et mettre des arbres parce que, soi-disant, ça capture le CO2. Alors, ce qui garde vraiment le CO2, c'est le sol.
Mais ça, en tant qu'économiste, on ne peut pas le comprendre tout seul. On a vraiment besoin des scientifiques qui nous l'expliquent et qui passent du temps avec nous. Et après, on fait nos petits calculs économiques. Donc oui, toute la manière de changer devient complètement multidisciplinaire. Alors c'est par le dialogue aussi. C'est par le dialogue. J'ai parlé par exemple avec Air Liquide qui m'ont invité avec leur directeur et j'ai parlé avec Bouygues aussi qui voulait savoir qu'est-ce que disaient les rapports du GIEC et comment ils peuvent mettre en place des solutions. Pourquoi? Ben, c'est simple, ces entreprises sont tous obligées d'être net zéro en 2050. Donc il faut qu'elles fassent quelque chose. Même Total Energy. Total Energy, on peut, comme certains de mes collègues, leur tourner le dos et dire je refuse de parler à Total Energy parce que c'est une industrie qui travaille dans le fossile. Mais d'abord, le mot Total. Total, au départ, c'était vraiment l'énergie fossile. Ils ont rajouté Total Energy avec un S parce que maintenant, ils intègrent des énergies renouvelables petit à petit. Ils ont une fondation Total. Donc, je ne dis pas que c'est parfait ce qu'ils font. C'est encore loin de ce qu'on voudrait qu'ils fassent, mais ils sont en train d'aller dans la bonne direction. Quand ils ont les moyens de le faire. Je vous disais, tous ces grands groupes d'assurance comme AXA qui peuvent faire des choses. Je travaille beaucoup aussi avec les banques, le système financier. Quand je parlais un petit peu de mon parcours, avant d'aller à l'environnement, j'ai travaillé en tant que stratégiste dans un hedge fund. Alors, la finance, elle n'est pas forcément décorrélée de l'économie. Elle n'a pas été à cause du changement climatique, ça c'est sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis très longtemps, la sphère financière a largement dépassé la sphère économique. Au départ, elle devait être en fait équivalente, hein, la partie, on va dire, financière de l'économie. Depuis très longtemps, ça ne l'est plus et ce n'est pas dû au changement climatique. Maintenant, ce que les entreprises font, c'est de plus en plus d'avoir un groupe de soutenabilité, ils appellent ça. Je travaille notamment avec IATA, donc merci beaucoup. Ce sont les principales compagnies aériennes. Et je travaille avec leur directrice de soutenabilité. Et à la COP, j'ai rencontré leur responsable de changement climatique. Donc vous voyez que même ces grands groupes sur l'aviation, qui sont les plus polluants, etc., ils mettent en place des choses. Donc ils commencent à intégrer les choses. Le GIEC, le GIEC, ce n'est pas un tribunal. L'objectif du GIEC, c'est de porter la science vers les décideurs politiques et vers tout le monde en fait, hein, en parlant avec un langage que tout le monde peut comprendre, pas forcément un langage scientifique. Alors, si on arrive déjà à faire ça, c'est pas mal. On aura déjà atteint, on va dire, un objectif qui est important. Maintenant, ce qu'il faudrait, d'un point de vue politique, c'est une réglementation, parce que tant qu'il n'y a pas de réglementation, on ne peut pas sanctionner. C'est ça. C'est un peu ce que vous disiez sur les accords. Quand on fait des accords à la COP, si ce n'est pas contraignant, on ne peut pas sanctionner. Donc voilà, c'est un peu la problématique de la décision politique. Oui, on peut gagner comme ça de l'argent, mais on peut en plus gagner des consommateurs parce qu'il y a des gens qui ne veulent plus acheter certains produits parce que c'est polluant, parce que ça a du plastique, etc. Mais d'un autre côté, si on met en place justement des produits durables, on va attirer plus de monde. Et pour la finance, c'est pareil. La finance, on parle maintenant de plus en plus de finance bleue, de finance durable, soutenable, voilà, selon le terme qu'on veut employer. Mais c'est vraiment une tendance. C'est de plus en plus. Alors, quand je suis arrivée vers l'environnement, comment je suis passée en fait du hedge fund vers l'environnement, c'est justement parce que je voulais comprendre si ce qu'on était en train de faire et qu'on appelait finance verte était vraiment verte. Donc je suis allée vers le directeur scientifique du centre scientifique de Monaco, qui est monsieur Allemand, que certains connaissent bien. Et donc je lui ai demandé, nous on prétend investir dans telles actions, est-ce que c'est vraiment vert ?
Et j'ai compris que ce n'était pas le cas. Et en discutant avec lui, en fait, je me suis intéressée à la science. Il a trouvé que c'était bien aussi que l'économie s'intéresse à la science. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, j'aimerais te recruter. Et j'ai atterri là-dedans, en fait. Oui, alors, merci pour votre intervention aussi, parce que j'ai vraiment la chance d'avoir plein de questions intéressantes. Je suis ravie. Et oui, le côté architecture est très important pour l'aménagement des villes, comme vous avez dit, parce qu'on peut, avec les villes, en fait, c'est des îlots de chaleur. Les villes, c'est quelque chose de problématique. Mais on peut justement, avec des immeubles, des habitations qui sont pensées de façon plus durable, changer beaucoup de choses, avec aussi la création de jardins, de coulées vertes ou bleues dans les villes, réduire la température qui est dans les villes. Et maintenant, on parle de plus en plus de jardins sur le toit. Il y a plein de choses en fait à faire. Et la place de tous les métiers est vraiment bienvenue. Mais votre rôle, comme je disais, la ville est quelque chose de vraiment primordial. Je fais partie du Haut Conseil local pour le climat et la biodiversité. Et on a un architecte avec nous aussi, donc c'est vrai que voilà, il faut vraiment tenir compte des apports de chacun, des idées de tout le monde. Et les vôtres sont toujours bienvenus, d'ailleurs. Nathalie, j'ai l'impression, avec tout ce qui a été dit ce matin, qu'on est un peu à un moment de rupture. Ça passe ou ça casse? C'est ça, c'est ce que je disais, c'est en fait la décennie de l'action. On a cette décennie-là où il faut vraiment agir. Sinon, c'est mon fameux schéma où on allait dans le rouge ou on allait dans le vert. Et c'est ça qui risque de se passer si on ne prend pas les bonnes décisions. On vous laisse terminer.